c'est un livre bizarre, puisque c'est la confession de Guy Debord, c'est pas la confession de Jean-Louis Père, c'est pas non plus les confessions de Saint-Augustin, c'est la confession de Guy Debord. En même temps, il faut bien reconnaître que c'est une sorte de contradiction, hein. C'est un livre de contestation de Guy Debord. En quoi est-ce que la forme du monologue attribué à celui qu'on invective t'a paru le bon procédé pour mais moi, construire le bouquin? je n'ai rien choisi, hein. Donc il faut bien préciser, je ne suis pas l'auteur, donc c'est bel et bien Guy Debord qui, post-mortem, a éprouvé la nécessité de vider son sac, et donc, Anatole Laclasse recueille les éléments de la confession au moment où a lieu l'exposition à la Bibliothèque nationale de France, l'exposition sur Guy Debord, donc où les affiches... Oui, c'est ça qui a déclenché le projet, en fait. C'est une espèce d'indignation. Les affiches, et donc, il paraît qu'il y avait des affiches dans le métro, voilà, des affiches dans le métro, et donc, donc Debord, sur son affiche, le personnage représenté se met à parler, et il s'adresse à qui? Il s'adresse à Anatole Laclasse parce que Debord révèle ce qui jusqu'à présent avait été tenu caché dans l'historiographie du mouvement situationniste, c'est que Anatole Laclasse a été un des fondateurs du mouvement situationniste. Chacun savait jusqu'à présent qu'en 1957 s'était tenue en Italie une conférence dans une localité qui s'appelle Cosio da Roscia, conférence à laquelle ont pris part des éléments de l'international lettriste, du comité psychogéographique de Londres, des Anglais et des Italiens, ou le mouvement pour un Bauhaus imaginiste. Voilà. Et donc, ensemble, avaient fondé l'international situationniste en 1957. Et voilà, il s'avère que Guy Debord révèle que était aussi partie prenante de cette conférence un certain Anatole Laclasse de la sphère convulsiviste, de la sphère... Oui, enfin, c'est une plaisanterie, disons. Hein, mais donc, c'est à ce titre-là que... Mais, tu vois, Jacques, j'ai l'impression qu'il faut quand même, vraiment pour répondre à la question, il faut essayer de dire en quoi, éventuellement, Laëde, le personnage de Laëde, est celui qui autorise une divulgation, on va dire une élucidation, en tout cas c'est l'ambition. En tout cas c'est l'ambition. Donc, parce que je considère que, normalement, ce que j'aurais dû dire en préalable, c'est que donc, à partir du moment où on s'engage dans une telle démarche, donc de façon aussi absolue, il est certain que la finalité, la volonté, c'est une élucidation comme les créateurs des premiers mythes avaient été animés par, non seulement par, c'est pas une ambition, c'est le besoin, c'est une nécessité de donner une explication du monde. Les mythes. Et donc, à un moment donné, il faut... Alors, il faut dire ceci de Laëde, c'est que son cheminement, depuis étant très reculé, son cheminement est horizontal et vertical. À l'horizontale, il vient du fond des âges, il vient de l'époque d'avant le marché, d'avant la constitution des villes. Il vient du fin fond des bleds, de l'origine des communautés primitives, d'avant ce que nous avons coutume d'appeler les civilisations, et il traverse, au fond, c'est de cette manière-là qu'on pourrait pratiquement définir Homère, qui est nostalgique de l'archère,
dont parlait Claire Lejeune, votre ami Claire Lejeune, des temps archaïques. Il traverse donc, il est lesté d'une mémoire, on va dire archaïque, et avec cette mémoire, il traverse le parcours, les temps historiques, et en particulier, donc, qu'est-ce qui caractérise les temps historiques? C'est le marché. C'est progressivement, donc, les petits marchés, le bourg, et puis la constitution des villes, etc. Et c'est en tant que tel, donc, il était indispensable pour moi, c'est pas moi qui l'ai choisi, hein, c'est venu, il était indispensable de construire, d'imaginer un personnage qui vient de l'arché des temps les plus antérieurs au marché et donc à cette concentration démentielle du marché qu'est devenu le monde contemporain, pour que aussi cet être-là puisse envisager un au-delà du marché. Et c'est en cela que ce type particulier-là, qui a ce nom-là particulier, et qui se trouve avoir avoir traversé le XXe siècle comme un poète communiste grec, au bout du compte, se revendique toujours comme communiste. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'il a fallu ce long parcours, à la fois ce long parcours horizontal, donc à travers l'histoire. Que signifie au juste le néo-capitalisme? Qu'a de particulier le néo-capitalisme? Donc, à partir, donc, au fond, de ce qui se passe ce qui se passe depuis une quarantaine d'années, une cinquantaine, une quarantaine d'années, qu'est-ce que ce néo-capitalisme a de spécifique par rapport à l'archéo-capitalisme? Et donc, il faut ce regard de la Haide, ce regard au long cours, ayant traversé l'histoire, et de la part de quelqu'un qui se définit de façon absolue comme l'inverse de ce qui en principe est la propriété de ce qui se trouve sur le marché, c'est-à-dire il faut en principe, ce qui est l'élément fondamental, c'est la valeur d'échange par rapport à la valeur d'usage. Lui, il vient sur le marché comme une valeur d'échange nulle et éventuellement une valeur d'usage infinie. À l'inverse de ce qui se passe dans le néo-capitalisme, où on peut trouver, et vous avez l'exemple ici à Beaubourg en face, avec l'exposition de quelque chose que je n'ai même pas envie de nommer, où vous avez éventuellement une baudruche qui vaut 50 millions de dollars. C'est-à-dire la valeur d'échange, elle, absolue, pour une valeur d'usage nulle. Donc ce renversement, il est tout à fait symptomatique donc il ne pouvait pas exister dans les années 50 ou 60. Donc ce renversement complet de ce qu'était, parce que l'ancien capitalisme, l'archéo-capitalisme, et ça c'est aussi la marche longue de la Haide qui permet de le montrer, l'archéo-capitalisme, ça me semble assez fondamental de dire ces éléments-là, à son origine, et donc vous avez quelqu'un comme Max Weber qui en a fait l'analyse, à son origine, le capitalisme prône des vertus. Donc le capitalisme ne peut pas exister s'il n'y a pas des entrepreneurs capitalistes qui, d'une certaine façon, ont conservé certains éléments, on va dire, de morale et des éléments religieux de l'époque antérieure, donc qui faisaient partie de l'ancien régime, de l'époque féodale, en particulier en ce que le capitaliste de l'ère, de l'époque de l'essor du capitalisme, exige de la part du capitalisme une discipline dans son activité, une mesure et une limitation, une modération dans sa jouissance. Donc ce sont des éléments fondateurs, fondamentaux du capitalisme qui permettent, qui fondent le fait qui fondent une morale. C'est parce que je ne dilapide pas, c'est parce que je ne dilapide pas, je ne jouis pas sans entrave, c'est parce que j'épargne et j'investis que je peux éventuellement avoir une prospérité moralement légitime, moralement légitimée.
Alors, on en arrive aux spécificités, disons, de ce qui s'est passé au cours de ces 40-50 dernières années. Il s'est produit un basculement radical par rapport à ces éléments fondamentaux de l'archéocapitalisme. Et ce basculement radical se résume dans les slogans de mai 68. Oui. Les slogans de mai 68, interdit d'interdire ou vivre sans temps mort, jouir sans entrave, sont les éléments annonciateurs, d'une bascule qui va s'opérer et qui est déjà d'ailleurs en train de s'opérer pour le déploiement à la fois du néo-marché, le marché du désir, le déploiement d'un néo-capitalisme, le déploiement d'une mutation du capitalisme qui en a besoin, à la fois une mutation du capitalisme, une mutation de son marché, mais aussi, plus important encore, une mutation du capitalisme, un déploiement du capitalisme de ce qu'il était antérieurement, c'est-à-dire fondé sur la production industrielle, vers le capitalisme financier. Or, c'est ça qui s'est passé, c'est-à-dire qu'il y avait des mécanismes. Le capitalisme classique était organisé jusque dans les années, alors on va dire les années 70, 70, et donc ce qui se passe après mai 68, c'est le basculement et c'est la suppression de cette régulation. On n'aurait probablement pas le temps de mais là, tu donnes par exemple dans les dernières pages de la Confession un contraste entre deux extrêmes, ce que disait déjà Platon. Platon disait qu'il n'était pas normal, bien entendu, de considérer que tout le monde devait avoir exactement le même revenu, que ce n'était pas possible, mais que le différentiel ne devait pas dépasser 3, 4, 5. Et tu donnes à côté de ça l'exemple du différentiel d'aujourd'hui, qui est sans précédent et qu'on ne trouvait même pas il y a 40 ans d'ailleurs, entre le principal actionnaire des multinationales et une ouvrière du Bangladesh. Mais c'est important peut-être je parlais de l'itinéraire horizontal de la haie. Et donc, l'axe, on va dire l'axe horizontal qui est celui de la circulation des biens, par définition, était toujours... c'est quoi l'axe horizontal du marché de la circulation des biens? Mais par définition, c'est ce qui se mesure. Donc, ce qui se calcule, ce qui se mesure, ce qui est de l'ordre du quantitatif. Donc, ce qui est de l'ordre du quantitatif, par définition, ça relève du monde fini, du monde donc, obéissant à la mesure. L'axe vertical entre la divinité et la bestialité, dans lequel se déploie l'humanité, était par définition, jusqu'à toutes les théologies, toutes les cosmogonies, toutes les mythologies, par définition, c'était infini, ça relève de la démesure. La bascule qui s'est produite, ce qui s'est passé spécifiquement au cours de ces 40-50 dernières années, c'est qu'il y a eu un renversement des deux axes. C'est-à-dire que ce qui est de l'ordre de l'axe horizontal, obéissant en principe à la logique, à la loi du calcul, de la mesure, du quantitatif, c'est attribué tous les attributs de l'infini, de la démesure. Et donc il a renversé, il a pris la place. Et il a pris aussi toute la parole. Et il a pris aussi tous les éléments, tous les attributs anciennement religieux. Et aujourd'hui, l'espèce de piège dans lequel se trouve l'humanité, et donc, c'est que à la fois il n'y a plus d'idéal, il n'y a plus de réel, et l'humanité se trouve prise dans une boîte, dans un piège où il n'y a plus d'infini, mais c'est la machine qui a échappé à son inventeur, donc l'anticipation, ce que Goethe avait imaginé, donc l'artefact, la machine, hein, tout le système finalement, tout le système, y compris l'argent, qui sont une invention, qui sont en principe un moyen, et donc toute cette machine marchande qui aujourd'hui fonctionne de façon autonome, sans plus de maître, sans plus, et qui s'est attribué tous les anciens attributs du divin.
que de bon appelle le spectacle. Non, attends, s'il te plaît. Non, enfin bon. Bon, Non, non, je dirais, non, mais d'accord, j'entends ta réponse, j'entends ta question. Là où il y a, donc, disons, où ce que je suis en train d'essayer de dire s'oppose totalement à la vision de Debord, c'est que, de mon point de vue, la pseudo-critique situationniste, elle-même, fait le lit du néo-capitalisme en tant que eux-mêmes nient l'élément du sacré. Donc à partir du moment où on se trouve donc dans, on va dire, l'artifice situationniste, il faut, bon, pour en arriver à cette bascule dont j'ai parlé, il faut postuler une sorte de matérialisme absolu, une négation absolue de tout ce qui relève de l'ancien, du sacré ou des mythes, et ça va jusqu'à la négation aussi de l'art, dans ce qu'il pouvait avoir de sacré. Mais donc, il y a donc au sommet un élément immuable et qui relève de l'éternel. Et c'est le néo-capitalisme, le renversement complet de la pyramide consiste en ceci, c'est que les attributs aujourd'hui du pouvoir sont tout le contraire. Aujourd'hui, ce qui se passe au plus haut niveau relève systématiquement de l'éphémère, du muable. Donc il n'ouvre pas son parapluie. De ce qui bouge, ça bouge sans arrêt, ça doit tout le temps changer. Et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs, les seules formes aujourd'hui, au cours de ces dernières décennies, les seules formes politiques, au sens traditionnel, qui peuvent encore subsister dans le monde, sont vigoureusement condamnées d'un point de vue situationniste. Le point de vue, aujourd'hui, le point de vue qui est celui de la finance, le point de vue dominant, qui est un point de vue totalement situationniste, qui dit abat l'État. Le point de vue dominant dit destruction de l'État. Ce qui aujourd'hui subsiste encore comme forme de pouvoir politique national avec, avec la revendication d'un État ayant une politique autonome, c'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire autonome? Mais ça veut dire qu'il n'obéit pas à Capitotal. Aujourd'hui, donc, parce qu'aujourd'hui, Capitotal, donc cette boîte qui a éliminé tout idéal et tout réel, et donc qui s'est attribué les apanages du divin, mais aussi qui coupe l'humanité du réel. C'est-à-dire ce que vous trouvez sur le marché, il n'y a plus sur le marché, donc par définition, d'éléments au-delà, métaphysiques, transcendants, relevant d'un ailleurs, relevant d'un au-delà. Je fais une petite parenthèse ici parce que c'est important de le signaler, de le citer. Aragon, dans sa postface, qu'il a écrite plusieurs années après, donc la postface au cycle Le Monde réel, dit, comme définition du roman, je tiens le roman pour un langage qui ne dit pas seulement ce qu'il dit, mais autre chose encore au-delà. Et c'est cet au-delà, qu'il soit métaphysique ou qu'il soit historique, qui sont aujourd'hui supprimés, détruits. Donc, et je dirais même, c'est dans la mesure où on élimine l'hypothèse d'un au-delà métaphysique que ipso facto, c'est là la grosse erreur évidemment des communistes, de ceux qui se sont appelés communistes. Donc c'est la grosse erreur. Sinon on n'en serait pas là. Mais donc tout ce qui relève d'un au-delà, étant supprimé, c'est une boîte. Et c'est littéralement, donc c'est un moteur. Donc le monde dans lequel on vit, on pourrait dire que largement, il doit son succès, son triomphe, sa colonisation du monde, son extension d'une certaine façon, à la logique du moteur. Donc faire une boîte, là-dedans on fait quelque chose qui se passe et qui produit une énergie qui démultiplie parce que c'est fermé. Parce que c'est fermé, et donc avec ce que ça peut donner comme efficacité donc technique et matérielle, hein, mais avec, sur le plan intellectuel et spirituel,
destruction. Une destruction sur laquelle il s'agit pour la aide, à propos de laquelle il s'agit de s'interroger, mais cette interrogation ne peut avoir lieu qu'à condition d'envisager cet axe double, et donc de réenvisager une verticalité possible par rapport à un éventuel au-delà. Cette verticalité possible donc par rapport à cet au-delà, elle-même étant donc impliquant, en allant regarder vers le bas, impliquant la nécessité d'aller regarder le réel